Un samedi soir bondé, deux sœurs jumelles noires, Danielle et Dominique Cartier, ont été harcelées, menacées et arrêtées par des policiers ivres dans un bar local. Traitées comme des étrangères et malmenées devant des témoins silencieux, elles ont été exhibées comme des proies faciles, des femmes à humilier, des victimes sans pouvoir pour se défendre. Mais les policiers n'ont jamais réalisé qui ils menottaient. Avant cette nuit, les sœurs Cartier avaient survécu à des batailles plus dures, aguerries par des années en tant qu'agentes de la DGSI. Les policiers pensaient briser deux femmes. En vérité, ils venaient d'amorcer leur propre chute. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où dans le monde vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le brouhaha habituel du bar, un vendredi soir, s'est tu lorsque Danielle Cartier a regardé droit dans les yeux, injectés de sang du sergent Richard Dallaire. Les lumières du plafond éclairaient la plaque de police encore accrochée à sa ceinture, un rappel brutal du pouvoir qu'il exerçait même en civil et ivre. « J'ai dit de reculer », répéta Danielle, sa voix stable et ferme. Elle est restée assise, mais a redressé le dos, refusant de se laisser intimider. Le sourire narquois de Rick s'est élargi alors qu'il se penchait plus près, l'odeur de whisky lourde dans son haleine. « Sinon quoi, ma jolie? Tu vas me forcer ?» Sa carcasse massive dominait leur table, projetant une ombre sur les visages des sœurs. L'officier Marc Stévenot a gloussé, un son grave et laid. Il s'est positionné derrière la chaise de Dominique, posant ses mains épaisses sur le dossier. « On est juste amicaux. On ne vous a pas appris les bonnes manières d'où vous venez, les filles ?» Les doigts de Dominique se sont resserrés autour de son verre, mais son visage est resté calme. Elle a jeté un coup d'œil à Louis derrière le bar, qui essuyait le même endroit encore et encore, la mâchoire serrée en observant la scène. Le plus jeune officier, Kyle Boyer, se balançait légèrement sur ses pieds. « Mate-moi ces courbes », a-t-il baragouiné, faisant un geste de sablier exagéré avec ses mains. « Vous devez être jumelles. »« Double dose de chocolat, pas vrai, sergent ?» Plusieurs clients se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Une femme au bar a attrapé son sac à main et s'est éclipsée discrètement. La musique semblait s'estomper en arrière-plan, ne laissant que la tension pesante dans l'air. « Dernier avertissement », a dit Danielle, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Rick. « Partez tant que vous le pouvez encore. » Rick a attrapé une chaise vide d'une table voisine, la traînant sur le sol avec un crissement qui a fait grimacer tout le monde. Il l'a fait pivoter et l'a enfourché à l'envers, s'approchant de Danielle de manière inconfortable. « C'est mignon. Tu crois que c'est toi qui commandes ici ?» Il a regardé par-dessus son épaule ses collègues. On dirait que ces dames ont oublié à qui appartient cette ville. Yam. Les mains de Marc ont glissé du dossier de la chaise de Dominique à ses épaules. Elle est devenue complètement immobile, son expression se durcissant comme de la pierre. « Ne me touchez pas », dit-elle doucement, chaque mot précis et mesuré. « Sinon quoi ?» Marc lui serra les épaules. « Tu vas appeler la police ?» Les trois officiers ont éclaté de rire à sa blague. Louis est apparu à leur table, tenant un plateau de verre vide comme excuse. « Messieurs, peut-être devrions-nous… »« La ferme, Louis !» a sèchement répliqué Rick sans le regarder. « Retourne laver tes verres avant que je décide de vérifier tes papiers à nouveau. » Le visage de Louis s'est empourpré, mais il a tenu bon. « Sergent, je ne veux pas de problème dans mon bar. » Kyle a trébuché en avant, heurtant la table et renversant les verres des sœurs. « Oh, alors dis à ces pains beiges de me… » « Choisissez votre prochain mot très soigneusement, » l'interrompit Dominique, sa voix glaciale. « Ah ouais ?» Kyle s'est penché, mettant son visage à quelques centimètres du sien. « Sinon, tu vas faire quoi, ma belle? D'ailleurs, habillée comme ça dans ce short, tu cherches l'attention. »« Yes ?» La main de Danielle s'est déplacée vers son sac à main, mais Dominique a attiré son regard et a fait un subtil signe de tête négatif. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Rick a remarqué l'échange
et a souri plus largement. « T'as quelque chose dans ce sac que tu veux partager avec la classe, princesse ?»« Juste mon rouge à lèvres, » répondit Daniel suavement. « Mais je doute que ce soit votre couleur. » La poigne de Marc s'est resserrée sur les épaules de Dominique. « Vous savez quel est votre problème? Aucun respect pour l'autorité. Mais on peut arranger ça, n'est-ce pas, les gars ?» Un jeune homme à une table dans un coin a sorti son téléphone, le pointant discrètement vers la scène. Kyle l'a remarqué et s'est dirigé vers lui, mais le sifflet aigu de Rick l'a arrêté. « Plus tard », a dit Rick d'un air entendu. Il s'est retourné vers Daniel, abandonnant toute prétention d'humour. « Voici ce qui va se passer. Vous allez toutes les deux vous excuser pour votre attitude, nous payer une tournée, et peut-être, si vous le demandez très gentiment, nous oublierons cette petite démonstration d'irrespect. » Daniel a pris une lente gorgée de sa boisson, puis l'a posée délibérément. « Voici ce qui va réellement se passer. Vous allez retirer vos mains de ma sœur, vous éloigner de notre table et nous laisser tranquilles. Parce qu'en ce moment, vous faites une très grosse erreur. On dirait une menace, a dit Rick, sa voix baissant dangereusement. Marc, Kyle, vous avez entendu une menace? Absolument, sergent, a dit Kyle avec empressement. Menace claire envers un officier, a confirmé Marc, ses doigts s'enfonçant dans les épaules de Dominique. Le sourire narquois de Rick est devenu prédateur. Ça, c'est une infraction grave. On va peut-être devoir vous emmener au poste, mesdames, pour vous apprendre les bonnes manières. Les sœurs ont échangé un autre regard. Une vie de communication silencieuse passant entre elles en un instant. La tension dans le bar avait atteint son point de rupture, comme un élastique tendu à sa limite. Les trois officiers se sont rapprochés, formant un cercle serré autour de la table des sœurs. Les yeux de Rick parcouraient leur corps avec une convoitise non dissimulée, s'attardant sur leurs jambes exposées par leurs shorts. « Regardez-moi ça !» a traîné Rick, donnant un coup de coude à Kyle. Les jumelles partagent vraiment tout, même leur goût pour les tenues de salope. Le visage de Dominique est resté neutre, mais sa mâchoire s'est crispée. Elle avait eu affaire à des hommes comme ça toute sa carrière, d'abord dans le travail social communautaire et maintenant à la DGSI. Leur genre de pouvoir venait du fait de rabaisser les autres. « Mais ces hanches !» a dit Kyle en se léchant les lèvres. « Je parie que vous savez bien danser, les filles. » Il a commencé à se déhancher de manière grossière. Marc a gloussé, son haleine chaude sur le cou de Daniel. « Qu'en dites-vous, mesdames? Faites-nous un petit spectacle? Puisque vous êtes habillés pour... » Les quelques clients restants évitaient soigneusement de regarder dans leur direction. Louis avait disparu derrière le bar, probablement en train d'appeler quelqu'un à l'aide. Mais les sœurs savaient qu'il ne fallait pas s'attendre à des renforts dans une ville où ces hommes faisaient la loi. « Reculez », a de nouveau prévenu Daniel, sa voix portant à travers le bar maintenant silencieux. « Vous êtes ivres et vous vous ridiculisez. » Le visage de Rick s'est assombri. « On se ridiculise ?» Il a montré leur tenue. « Vous entrez ici, habillés comme ça, en secouant ce que votre mère vous a donné, et c'est nous les ridicules ? Nos vêtements ne sont pas une invitation, a dit Dominique doucement, mais avec de l'acier dans la voix. Et votre plaque n'est pas un permis pour harceler les femmes. Harceler ? Le rire de Rick était laid. Chérie, si tu ne voulais pas d'attention, il s'est déplacé derrière la chaise de Dominique avec une vitesse surprenante pour un homme ivre. Tu ne t'habillerais pas comme ça. Le son de sa main frappant les fesses de Dominique a résonné dans le bar comme un coup de feu. Son rire a suivi, fort et cruel. Alors que Dominique se levait d'un bond de sa chaise, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Espèce de Daniel s'est jeté en avant, mais Marc était prêt. Sa masse l'a plaqué contre le mur, lui coupant le souffle. Il a appuyé son avant-bras sur sa clavicule, l'immobilisant. « Quel est le problème ?» a raillé Rick, toujours trop près de Dominique. « Tu ne peux pas accepter un compliment d'un officier de la loi. » Il a de nouveau tendu la main vers Dominique, mais elle a repoussé sa main d'un geste sec. « Touche-moi encore, » a dit Dominique, sa voix tremblant de rage, « et tu retireras un moignon. » Kyle a ricané,
sortant ses menottes de sa ceinture avec un geste théâtral. Le cliquetis du métal était de mauvais augure dans le silence tendu. « Ouh, ça, c'est clairement une menace contre un officier. » Autour d'eux, les clients fixèrent leurs verres ou leur téléphone, les épaules rentrées. Un couple d'âge mûr, près de la porte, a rassemblé ses affaires et s'est dépêché de sortir. Personne ne voulait assister à ce qui allait suivre. Personne ne voulait être la prochaine cible. « Quelqu'un devient sacrément hostile », a dit Mark, augmentant la pression sur la poitrine de Daniel. « On devrait peut-être régler ça dans un endroit plus privé pour vous apprendre le respect, mesdames. » Daniel s'est débattu contre l'emprise de Mark, son entraînement lui hurlant de se battre, de protéger sa sœur. Mais elle s'est forcée à rester immobile, sachant qu'un faux mouvement maintenant pourrait tourner au désastre. Rick s'est approché de Dominique, utilisant sa taille pour la dominer. Son haleine empestait le whisky et la méchanceté alors qu'il grognait. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose très clairement. C'est ma ville. » Il a planté un doigt dans sa poitrine. « Mes rues. » Un autre coup. « Mes règles. » Kyle a de nouveau fait teinter les menottes, souriant comme un enfant le matin de Noël. Et la règle numéro 1 est « on ne répond pas aux flics. » Surtout quand on est si gentil, a ajouté Mark, sa main libre se déplaçant pour caresser les cheveux de Daniel. Elle a détourné la tête, et ses doigts se sont emmêlés douloureusement dans ses boucles. Rick a tourné autour de Dominique comme un requin, ses yeux ne quittant jamais son corps. « Tu vois, on aurait pu passer un très bon moment. On aurait pu vous montrer la vraie hospitalité provinciale. » Sa main a jailli, attrapant le poignet de Dominique alors qu'elle essayait de s'écarter. « Mais maintenant, vous nous avez blessés. » Louis est apparu au bord de la Seine, le visage pâle, mais déterminé. « Sergent Dallaire, s'il vous plaît. »« Ce sont des clientes. »« J'ai bégayé tout à l'heure, Louis. » La voix de Rick est tombée à un murmure dangereux. « Un mot de plus de ta part, et la police aux frontières va s'intéresser de très près à ton arrière-salle. » La bouche de Louis s'est refermée d'un coup sec, ses mains se crispant en poings impuissants à ses côtés. « Malin !» a ricané Rick. Il s'est retourné vers Dominique, lui tordant le poignet jusqu'à ce qu'elle halète. « Maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on manque de respect à des officiers dans ma ville. » Kyle s'est avancé avec empressement, les menottes levées. « Je m'en occupe, sergent. »« Les dames d'abord, » a dit Rick, tirant Dominique plus près. Il s'est penché jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque son oreille. « On ne répond pas aux flics dans ma ville. » Kyle s'est placé derrière Dominique avec une efficacité routinière, lui tirant brutalement les bras en arrière. Les menottes se sont refermées sur ses poignets avec un clic métallique qui a semblé résonner dans le bar silencieux. Son souffle s'est coupé alors que l'acier froid mordait sa peau. Kyle les serrant délibérément trop fort. « Moins fier maintenant, hein ?» a ricané Kyle, poussant Dominique vers le bas. Ses genoux ont heurté durement le sol collant, la faisant grimacer. L'odeur âcre de bière renversée et de décennies de crasse a assailli ses narines. Mark tenait Daniel plaqué face contre le mur, sa joue pressée contre le panneau de bois rugueux. Elle pouvait sentir des échardes s'accrocher à sa peau alors qu'il lui tordait les bras derrière le dos. « a fredonné Rick, tournant autour d'elle comme un vautour. Toute cette insolence, toutes ces formes, ça ne veut rien dire quand on est menotté. Ses yeux ont de nouveau parcouru leur corps, s'attardant là où leur short était remonté à cause de la manipulation brutale. Vous auriez dû être gentille quand on vous en a donné l'occasion. Les épaules de Dominique brûlaient à cause de l'angle inconfortable dans lequel Kyle tenait ses bras. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans le bar, soit la fixant, soit regardant délibérément ailleurs. L'humiliation brûlait plus fort que la douleur physique, sachant que ces brutes ivres faisaient une démonstration de leur pouvoir. « S'il vous plaît !» La voix de Louis s'est brisée alors qu'il s'avançait, les mains levées. Elles n'ont rien fait de mal. « Laissez-moi leur appeler un taxi. » Rick s'est retourné vivement vers lui, franchissant la distance en deux grandes enjambées. Il a attrapé Louis par le col, le poussant contre le bar. « Tu dis un mot de plus, et je fais fermer cet endroit plus vite que tu ne peux dire « contrôle d'hygiène ». Sa voix a baissé, venimeuse.
Combien de sans-papiers tu as dans cette cuisine, Louis? Combien de faux papiers? Le visage de Louis est devenu cendré. Ses mains tremblaient alors qu'il reculait, mais Dominique a remarqué le mouvement subtil alors qu'il glissait son téléphone plus profondément dans la poche de son tablier. Le voyant rouge d'enregistrement clignotait de manière continue. « C'est bien ce que je pensais », a ricané Rick, se retournant vers ses proies. Une femme à une table voisine a levé son téléphone, essayant de capturer ce qui se passait. Kyle a repéré le mouvement et s'est jeté en avant, arrachant l'appareil de sa main. « Pas de caméra !» a-t-il crié, jetant le téléphone par terre. L'écran s'est brisé contre le parquet, des morceaux de verre et de plastique se dispersant sur le sol. La femme s'est recroquevillée sur son siège, les yeux écarquillés de peur. Mark a ri, utilisant sa main libre pour fouiller Daniel brutalement. Faut s'assurer qu'elle ne cache rien de dangereux. Ses doigts se sont attardés trop longtemps sur ses hanches, sa taille, glissant le long de ses flancs. Pourrait avoir des armes n'importe où dans ses petites tenues moulantes. Daniel s'est contracté contre son emprise, ce qui lui a valu d'être poussé plus fort contre le mur. « Reste tranquille », a grogné Mark à son oreille. « Sauf si tu veux ajouter résistance à l'arrestation aux charges. »« Des charges ?» a exigé Dominique, toujours à genoux. « Quelles charges? Nous n'avons rien fait !» Rick s'est accroupi devant elle, lui attrapant le menton. Trouble à l'ordre public. Tapage nocturne. Menace envers un officier. Son pouce a effleuré sa lèvre inférieure. Peut-être agression, selon votre degré de coopération. Dominique a retiré son visage de son contact, le dégoût évident dans son expression. Kyle a répondu en tirant ses bras plus haut derrière son dos, la faisant haleter. « Debout !» a ordonné Rick en se relevant. « Il est temps de faire un tour au poste. » Mark a arraché Daniel du mur tandis que Kyle relevait brutalement Dominique. Les sœurs ont été poussées vers la porte, trébuchant sous l'emprise de leur ravisseur. Les clients restants se sont écartés comme de l'eau, créant un chemin clair vers la sortie. Personne n'a établi de contact visuel. Personne n'a parlé. Les seuls sons étaient les pas des sœurs et le cliquetis des ceinturons des officiers. « Quel gâchis !» a dit Rick en tenant la porte ouverte. « Ça aurait pu être une soirée sympa pour tout le monde. » Il a tendu la main pour toucher les cheveux de Dominique alors qu'elle passait, mais elle s'est écartée malgré la poigne douloureuse de Kyle. L'air nocturne les a frappés comme une gifle, humide et lourd. Les lumières fluorescentes du parking projetaient des ombres dures sur la scène, rendant tout surréaliste. Une voiture de patrouille attendait, sa présence suggérant que cela n'avait pas été aussi spontané que les officiers le prétendaient. Mark a poussé Daniel plus fort que nécessaire, la faisant trébucher. Elle a à peine retrouvé son équilibre, ses épaules tirant sur les menottes. « Fais attention, ma jolie », s'est-il moqué. « On ne voudrait pas ajouter « ivresse sur la voie publique » à tes charges. » À travers les fenêtres du bar, des visages regardaient, certains inquiets, d'autres curieux, tous impuissants ou refusant d'intervenir. Louis se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone enregistrant toujours depuis la poche de son tablier. Son visage, un masque de rage et de peur soigneusement contenu. Alors qu'on les faisait marcher vers la voiture de patrouille qui attendait, Dominique sentit la chaleur de l'humiliation lui brûler tout le corps. Chaque pas sur le bitume fissuré était une insulte. Chaque contact des mains de Kyle pour la guider une violation. Son entraînement à la DGSI lui hurlait de se battre, mais la partie tactique de son esprit savait que ce n'était pas le moment. À côté d'elle, la voix de Daniel sortit comme un murmure à peine audible, féroce et pleine de promesses à travers ses dents serrées. Ils n'ont aucune idée de qui ils provoquent. Alors qu'elles atteignaient l'entrée du bar, Dominique sentit l'emprise rugueuse des menottes lui cisailler les poignets. Ses épaules lui faisaient mal à cause de la position contre nature, mais son esprit fonctionnait avec une précision calculée. Des années d'entraînement à la DGSI l'avaient préparé à des moments comme celui-ci, où tout semblait perdu, mais où l'opportunité se cachait encore dans les détails. Elle tordit ses mains derrière son dos, ses doigts se tendant contre les attaches métalliques. L'attention éthylique de Kyle était plus portée à la pousser en avant qu'à surveiller ses mains. Avec une souplesse exercée,
elle réussit à glisser 2 doigts dans sa poche arrière où son étui de plaque reposait lourdement contre sa cuisse. L'étui en cuir était glissant de sueur, ce qui le rendait plus difficile à saisir. Dominique se mordit la lèvre, se concentrant malgré la douleur, alors qu'elle libérait l'étui millimètre par millimètre. Finalement, elle le sentit glisser. D'un subtil mouvement de ses poignets, elle le laissa tomber. L'étui de plaque heurta le plancher en bois avec un bruit sourd qui sembla résonner dans le silence tendu. Il atterrit face visible, l'insigne doré captant la faible lumière du bar. Le sceau de la Direction générale de la sécurité intérieure était sans équivoque. Timtika Titosin, Direction générale de la sécurité intérieure, annonça Dominique, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Malgré le bleu qui commençait à se former sur sa pommette, là où Kyle lui avait saisi le visage plus tôt, son ton restait stable et autoritaire. Ses yeux balayèrent à la foule, s'assurant que chaque témoin comprenait la gravité de ce qu'il voyait. Daniel s'avança, se dégageant de l'emprise momentanément relâchée de Marc. Elle se tenait droite, malgré ses mains liées, le menton levé en signe de défi. « Vous êtes en train d'agresser des agents de l'État », ajouta-t-elle, ces mots aussi tranchants que des pics à glace dans le silence. Ses yeux sombres se fixèrent sur le visage de Rick, observant la prise de conscience le frapper. Pendant un instant, Rick se contenta de fixer la plaque sur le sol, son visage rougi par l'alcool figé par la surprise. Puis, comme si on avait actionné un interrupteur, il éclata d'un rire fort et forcé. Le son était laid, plus menaçant qu'amusé. « Eh bien, c'est pas mignon, ça ?» Il donna un coup de pied dans l'étui, l'envoyant déraper sur le sol. « Tu crois que ta petite carte de fantaisie signifie quelque chose ici ?» Sa voix tomba à un grognement dangereux. « C'est ma ville. Mes règles. » Il fit un signe de tête à Kyle, qui resserra immédiatement les menottes sur les poignets de Dominique. Le métal s'enfonça plus profondément dans sa peau, lui arrachant une inspiration brusque malgré ses efforts pour rester stoïque. La laine de Kyle était chaude contre son cou, alors qu'il se penchait tout près. « T'aurais dû la fermer, ta jolie bouche. » Autour d'eux, la foule s'agita mal à l'aise. Le bruit des téléphones déverrouillés et des applications de caméras s'ouvrant emplit le silence tendu. La tête de Rick se tourna brusquement vers le bruit, son visage s'assombrissant. « Si quelqu'un prend une photo, » annonça-t-il à la salle, « il rejoindra ces dames au poste. L'entrave au travail de la police est une infraction grave. » Sa main reposait de manière significative sur son arme à l'étui. Louis se déplaça prudemment derrière le bar, ses mouvements délibérément lents et non menaçants. Il se pencha près d'un client régulier assis au comptoir. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais urgente. « Souvenez-vous de ce que vous avez vu ce soir. Souvenez-vous de tout. » Le client hocha subtilement la tête, les yeux fixés sur son verre. Marc attrapa de nouveau le bras de Daniel, ses doigts s'enfonçant dans son biceps assez fort pour laisser des marques. « Allons-y, la DGSI » ricana-t-il, faisant sonner le titre comme une insulte. « Vous pourrez déposer plainte depuis votre cellule. » Les sœurs furent de nouveau poussées en avant, à travers la porte et dans l'air nocturne humide. Les lumières de sécurité du parking projetaient des ombres dures sur leurs visages, alors qu'on les faisait marcher vers la voiture de patrouille qui attendait. L'odeur métallique d'un orage approchant flottait lourdement dans l'air, correspondant à l'électricité du moment. Rick marchait derrière elle, ses bottes raclant contre le bitume. « Vous savez ce qui arrive aux flics qui finissent en prison ?» demanda-t-il d'un ton conversationnel. « La même chose va vous arriver, vermine de l'État. Pire, probablement. » Sa voix dégoulinait d'une anticipation cruelle. Kyle poussa brutalement Dominique sur la banquette arrière, ne prenant pas la peine de protéger sa tête du cadre de la porte. Elle retint une malédiction alors que la douleur lui traversait la tempe. Daniel fut poussé après elle, les sœurs pressées l'une contre l'autre dans l'espace exigu. La portière claqua avec un bruit sourd et définitif. À travers la vitre, elles pouvaient voir Louis debout dans l'embrasure de la porte du bar, son visage un masque de colère contenue et d'impuissance. Son téléphone enregistrait toujours dans la poche de son tablier, capturant tout.
Rick se pencha à la fenêtre du conducteur, parlant à l'officier au volant. « Prends le chemin le plus long jusqu'au poste », ordonna-t-il avec un regard entendu. « Montre à nos amis de l'État un peu d'hospitalité locale. » Le moteur rugit et la voiture s'éloigna du trottoir. Les lampadaires balayaient l'intérieur par motifs rythmiques, illuminant les visages des sœurs par de brefs éclairs. La cloison, entre les sièges avant et arrière, ne pouvait pas entièrement étouffer les rires malveillants des officiers. Alors qu'il tournait sur la route principale, Daniel se pencha près de sa sœur, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. « Ils viennent de déclarer la guerre », murmura-t-elle à travers ses dents serrées, ces mots portant toute la promesse d'une vengeance à venir. Les néons du commissariat de police bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres dures sur le couloir sordide, alors que Rick et Kyle poussaient tes sœurs en avant. Leurs pas résonnaient contre le sol en linoléum usé, ponctué par le cliquetis des chaînes de menottes. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », ricana Rick, son haleine imbibée d'alcool chaude contre le cou de Daniel. Il lui saisit le bras plus fort, les doigts s'enfonçant dans sa peau alors qu'ils approchaient des cellules de garde à vue. La zone d'enregistrement était vide, à l'exception d'un sergent d'accueil à l'air blasé qui leva à peine les yeux de ses mots croisés. L'horloge murale indiquait 23h47, sa trotteuse avançant avec une lenteur exaspérante. Kyle tripota les clés des cellules, ses mouvements encore mal assurés par l'alcool. « Les dames d'abord !» se moqua-t-il, ouvrant en grand la porte de la première cellule. Les gonds métalliques hurlèrent en signe de protestation, le son faisant grincer des dents. Dominique trébucha alors que Rick la poussait brutalement dans la cellule, son épaule heurtant le mur en béton. Sans lui retirer ses menottes, il claqua la porte. Le verrou cliqua avec un bruit de finalité. « Je veux passer mon coup de fil !» exigea Dominique, sa voix stable malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. « C'est notre droit. » Rick s'appuya contre les barreaux, un sourire cruel jouant sur son visage. « Des droits? Vous n'avez aucun droit ici. Ce n'est pas le siège de la DGSI avec vos règles sophistiquées. » Il se tourna vers Kyle. « Mets l'autre dans la cellule 2, sépare-les. » Daniel résista lorsque Kyle lui attrapa le bras, plantant ses pieds au sol. « C'est de la détention illégale. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. » Ces paroles lui valurent une violente poussée qui l'envoya s'étaler sur le sol de la deuxième cellule. « Ferme-la !» lança Kyle en claquant la porte de sa cellule. « Avant que je te donne une vraie raison de te plaindre. » Nori. Les sœurs échangèrent un regard à travers les barreaux séparant leurs cellules. Le visage de Dominique était un masque de colère contenue, tandis que les yeux de Daniel brillaient d'une fureur à peine maîtrisée. Elles avaient traversé des situations difficiles auparavant, mais celle-ci semblait différente, plus personnelle, plus dangereuse. Rick s'installa derrière le bureau d'enregistrement, sortant des formulaires de rapport d'incident avec une cérémonie exagérée. « Voyons voir. De quoi devrions-nous vous accuser ?» Il commença à écrire, sa plume grattant contre le papier. « Résistance à l'arrestation, c'est sûr. Agression sur un officier. Tu as bien essayé de frapper Kyle, n'est-ce pas ?» Il fit un clin d'œil à son collègue. « C'est un mensonge !» protesta Daniel, agrippant les barreaux de la cellule. « Il y a des témoins. » « Des témoins ?» Kyle rit, rejoignant Rick au bureau. « Personne n'a rien vu. N'est-ce pas, Rick ?» Rick hocha la tête, continuant d'écrire. « Trouble à l'ordre public. Tapage nocturne. Menace envers un officier. » Il énumérait les charges comme s'il lisait un menu, chacune plus fabriquée que la précédente. Le son de chaussures de ville claquant sur le sol attira leur attention. Le chef Didier Holt apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés parfaitement peignés malgré l'heure tardive. Sa présence sembla faire baisser la température dans la pièce. « Messieurs, » dit-il doucement, sa voix calme étant d'une certaine manière plus menaçante que les menaces bruyantes de Rick. « Je crois comprendre que nous avons des agents de l'État qui causent des problèmes dans ma ville. » Il prit les papiers incomplets de Rick, les examinant avec une indifférence étudiée. Ses yeux parcoururent les charges, un léger sourire se dessinant au coin de sa bouche. « Ma foi !»
Une sacrée liste d'infractions. Dominique s'avança dans sa cellule. « Chef Holt, vos officiers nous ont agressés physiquement sans motif, nous ont arrêtés à tort et fabriquent maintenant des accusations. Nous exigeons… » « Vous n'exigez rien, » la coupa Holt, sa voix toujours étrangement agréable. Il marcha lentement entre les cellules, les mains jointes derrière le dos. « Vous savez, c'est intéressant. Nous avons parfois des étrangers, ici, qui pensent que leur titre ronflant signifie quelque chose. Qui pensent qu'ils peuvent en venir et… Quel est le mot? Enquêter? » Il s'arrêta devant la cellule de Daniel, l'étudiant comme un spécimen sous une lame de verre. De mauvaises choses ont tendance à arriver aux gens qui insistent trop dans ma ville. Les gens disparaissent dans le système, la paperasse se perd, les charges se multiplient. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Même les plaques de la DGSI ne vous sauveront pas de ça. La menace flotta dans l'air comme de la fumée, étouffant l'oxygène de la pièce. Rick et Kyle échangèrent des sourires satisfaits, appréciant le spectacle que leur patron donnait. « Vous ne pouvez pas nous intimider, » dit Daniel, sa voix basse et dangereuse. « Nous avons déjà eu affaire à des flics corrompus. » Holt gloussa, le son dépourvu d'humour. « Corrompu? C'est un mot si laid. Je préfère y penser comme le maintien de l'ordre. Mon ordre. » Il ajusta sa cravate. « Vous avez le choix, mesdames. Vous pouvez accepter vos accusations de trouble à l'ordre public, passer la nuit ici, et quitter la ville demain, la queue entre les jambes. Ou… » Il laissa l'alternative en suspens. « Ou quoi ?» le défia Dominique. « Vous nous ferez disparaître? Nous ajouterez à votre collection de victimes? » « Des victimes ?» Les sourcils de Holt se levèrent dans une surprise feinte. « Je ne vois aucune victime ici. Juste 2 femmes ivres qui ont attaqué mes officiers et qui subissent maintenant les conséquences de leurs actes. C'est ce que la paperasse montrera, en tout cas. » Il rendit les formulaires à Rick. « Terminez de les enregistrer. Je veux que tout soit fait dans les règles. Nos règles. » Avec un dernier sourire froid aux sœurs, il se tourna pour partir. Rick et Kyle retournèrent à leur paperasse, maintenant enhardis par l'approbation de leur chef. Le grattement de leurs stylos se mêlait à leurs rires occasionnels, alors qu'ils inventaient plus de détails pour leurs faux rapports. Daniel se pressa contre les barreaux séparant sa cellule de celle de Dominique, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il ne s'agit pas de nous, » dit-elle, observant le visage de sa sœur dans la dure lumière fluorescente. « Il s'agit de savoir combien d'autres ils ont enterrés. » Les heures s'étiraient comme des années. Le commissariat était devenu silencieux. Seul le bruit occasionnel de pas traînants ou une sonnerie de téléphone lointaine brisait le silence. L'horloge indiquait maintenant 2h13 et les sœurs s'étaient installées dans un jeu d'attente vigilante. Daniel faisait les 100 pas dans sa cellule. 6 pas en avant, 6 pas en arrière, ses pieds nus froids contre le sol en béton. Leurs chaussures avaient été confisquées lors de l'enregistrement, ainsi que leurs téléphones et leurs bijoux. Procédure standard, avait-il dit, bien que rien dans cette situation ne soit standard. Dominique était assise sur sa fine couchette en métal, le dos droit contre le mur, les yeux fixés sur le couloir. Aucune des 2 sœurs n'avait beaucoup parlé depuis la menace du chef Holt, mais leurs esprits tournaient à plein régime, cataloguant chaque détail, chaque visage, chaque mot prononcé. Le bruit de pas légers attira leur attention. Une jeune officière apparut, portant 2 sacs en papier et des gobelets d'eau. Jeanne Morales. Elle l'avait remarqué plus tôt, rôdant aux abords de la zone d'enregistrement, son malaise face à la situation visible dans ses épaules tendues et son regard fuyant. « Dîner !» annonça-t-elle, assez fort pour que quiconque écoutant puisse l'entendre. « Sandwich et chips réglementaires. » Sa voix tomba à peine au-dessus d'un souffle, alors qu'elle s'approchait d'abord de la cellule de Daniel. « Ne faites confiance à personne ici. Ce n'est pas la première fois. » Daniel accepta le sac en papier, ses doigts effleurant la main de Morales. Elle sentit quelque chose glisser entre eux, un petit morceau de papier plié. Sans changer d'expression, elle le laissa glisser dans sa paume. Morales se dirigea vers la cellule de Dominique.
maintenant le prétexte d'une livraison de nourriture de routine. Ses mouvements étaient prudents, mesurés, comme si elle était observée. La fontaine à eau est en panne. Vous devrez donc vous contenter des gobelets, dit-elle à voix normale. Puis elle chuchota. Ils font ça au moins une fois par mois. Généralement à des femmes noires de passage. Dominique prit son repas. Son visage un masque de défaite pour tout œil observateur. « Merci, madame l'agent », dit-elle en s'affaissant sur sa couchette, comme si elle était résignée à sa situation. Après le départ de Morales, les sœurs mangèrent en silence, mais leurs esprits tournaient à plein régime. Daniel attendit d'entendre le changement de service au loin, avant de déplier soigneusement le mot sous sa fine couverture. Un numéro de téléphone était écrit d'une écriture serrée et soignée, suivi des mots « Contact d'urgence DGSI, directeur adjoint Marc Chen ». « Ils ont déjà fait ça », murmura Dominique, sa voix si basse qu'elle était presque subvocale. « Plusieurs victimes. Plusieurs témoins », corrigea Daniel, tout aussi bas. Elle déchira le bord de son sac en papier, l'utilisant pour mémoriser le numéro de téléphone avant de manger le mot. « Nous devons juste survivre à la nuit. » Le sandwich était rassis, les chips encore plus, mais elles mangèrent tout. Elles avaient besoin de leur force. À travers la petite fenêtre en hauteur dans le mur, elles pouvaient voir la lune suspendue, comme un œil vigilant. Un ivrogne fut amené vers 3 heures du matin, ses protestations bruyantes résonnant dans la zone de détention. Rick et Kyle apparurent, le malmenant plus que nécessaire avant de le jeter dans une cellule plus loin. Ils s'arrêtèrent pour lorgner les sœurs. « Comment vont nos superstars de la DGSI » railla Rick, frappant sa matraque contre les barreaux. « Vous ne vous sentez plus si forte maintenant, hein ?» Daniel garda les yeux baissés, les épaules affaissées. Dominique se recroquevilla sur sa couchette, tournant son visage vers le mur. Elles entendirent Kyle rire. « Regarde ça, » dit-il. « Toute cette arrogance a disparu. Peut-être qu'elles apprennent leur place. »« Il était temps, » acquiesça Rick. « Le chef avait raison. Elles ne sont pas si spéciales après tout. » Les pas des officiers s'éloignèrent, suivis par le bruit d'une porte se fermant. Les sœurs restèrent dans leur posture de défaite jusqu'à ce qu'elles soient sûres d'être seules. « Ils deviennent négligents », chuchota Dominique. « Trop confiants. » Daniel hocha légèrement la tête. « Tu as vu la caméra dans le coin? C'est juste pour la forme. La lumière rouge n'est pas allumée. »« Pas de système d'enregistrement », confirma Dominique. « Ils ne veulent pas de preuves de ce qui se passe ici. » « Mais ça marche dans les deux sens. » Daniel bougea sur sa couchette, gardant sa voix basse. « Ils ne peuvent pas prouver ce que nous faisons ou ne faisons pas non plus. » La nuit s'éternisa, marquée par la visite occasionnelle du sergent d'accueil. Clairement, l'un des hommes de confiance de Holt, à en juger par son sourire narquois à chaque passage. Les sœurs maintinrent leur comédie d'esprit brisée, tête baissée, épaules affaissées, avec des reniflements occasionnels pour faire bonne mesure. Vers 4 heures du matin, elles entendirent Rick et Kyle revenir de ce qui ressemblait à une autre arrestation. Leurs voix portèrent dans le couloir, fortes de Bourbon et sans retenue. « Tout comme la fille Thomas le mois dernier », disait Kyle. Celle-là pensait que leur belle plaque les sauverait. « Aucune plaque ne signifie rien ici », rit Rick. Le chef a des juges dans sa poche jusqu'à la limite du département. Les sœurs échangèrent des regards dans la pénombre. Chaque nouvelle conversation était une nouvelle preuve, un autre fil dans la toile qu'elles commençaient à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de flics avides de pouvoir, c'était systématique, organisé, protégé. Alors que l'aube approchait, elles pouvaient entendre le commissariat commencer à se réveiller. L'équipe de jour arriverait bientôt, apportant de nouveaux yeux et de nouvelles opportunités. Elles devaient jouer intelligemment, faire croire à tout le monde qu'elles étaient exactement ce qu'ils voulaient. 2 victimes brisées de plus ajoutées à leur collection. Dominique se rapprocha des barreaux séparant leurs cellules, sa voix à peine un murmure. « Ils nous croient brisés. Utilisons ça. » Les premiers rayons du matin se glissèrent par la fenêtre en hauteur, peignant des carrés pâles sur le sol en béton.
Daniel et Dominique gisaient immobiles sur leur couchette, respirant régulièrement et profondément, semblant avoir finalement succombé à l'épuisement. En réalité, tous leurs sens étaient en alerte, recueillant des informations. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir, accompagnés du cliquetis de bouteilles en verre. La voix de Rick porta clairement dans les couloirs silencieux du commissariat. « Mec, j'avais besoin de ça après m'être occupé de ces pains-bêches de l'État. »« Carrément !» approuva Kyle, s'installant dans une chaise qui grinça sous son poids. « Le Bourbon arrange tout. » La voix de Marc se joignit à eux, légèrement pâteuse. « Vous vous souvenez de cette famille de la rue du Chêne l'été dernier? La façon dont la mère a pleuré quand on a trouvé ce sachet de pilules dans la chambre de son fils? » Daniel maintint sa respiration régulière, bien que son cœur s'accélérât. Le micro caché cousu dans la bretelle de son soutien-gorge, un équipement standard de la DGSI qu'il n'avait pas pensé à chercher, captait chaque mot. Elle bougea légèrement, orientant son corps pour mieux capter la conversation. « Oh, c'était un classique !» gloussa Rick, des glaçons s'entrechoquant dans son verre. Le gamin a juré ses grands dieux qu'elle n'était pas à lui. Mais qui va croire un adolescent noir plutôt que 3 officiers de la loi? 5 ans minimum, ajouta fièrement Kyle. Ça en fait un de moins dans les rues. Le chef dit qu'on fait l'œuvre de Dieu, dit Marc. On garde le quartier propre. C'est ce qu'il a dit au maire le mois dernier lors de la collecte de fonds. L'esprit de Dominique fonctionnait comme un ordinateur, cataloguant nom, date, lieu. Son entraînement à la DGSI avait affûté sa mémoire jusqu'à la quasi-perfection. Chaque détail pouvait être crucial. Les larmes de la mère, les preuves fabriquées, le lien avec la collecte de fonds. En parlant de nettoyage, poursuivit Rick, sa chaise raclant le sol alors qu'il se penchait en avant. Vous vous souvenez de la famille Guillaume? 3 générations vivant dans cette maison sur la rue de l'Érable. Jusqu'à ce qu'on devienne créatif avec cette saisie de propriété, rit Kyle. Maintenant, c'est ce joli nouveau café. La société de promotion immobilière était vraiment reconnaissante, ajouta Marc. L'enveloppe que le chef a reçue n'était pas exactement mince. Le Bourbon continuait de couler, déliant davantage leur langue. Les histoires se déversaient comme du poison. Rapports falsifiés, armes placées, erreurs informatiques, pratiques, qui faisaient disparaître des preuves. Chaque confession était un clou de plus dans leur cercueil, enregistré en qualité numérique nette. Daniel luttait pour garder sa respiration régulière alors que sa colère montait. Ce n'étaient là pas seulement des flics corrompus. Ils orchestraient la destruction systématique des familles noires, des avenirs noirs, des vies noires. Son micro caché captait tout. Date, nom, incident spécifique. Et, vous vous souvenez de cette prof? La voix de Kyle devint plus forte à mesure qu'il s'enivrait. Celle qui a essayé de porter plainte parce qu'on avait malmené son élève? Mec, c'était bien joué, répondit Rick. Un petit sachet de cocaïne dans le tiroir de son bureau. Et tout d'un coup, elle n'est plus si crédible. Elle a perdu sa licence et tout. Le chef a appelé ça de la maintenance préventive, ajouta Marc avec un rire rauque. On ne peut pas laisser les gens penser qu'ils peuvent nous défier. À travers ses yeux à peine ouverts, Dominique observait leurs reflets dans la cuvette métallique polie des toilettes. 3 hommes, leurs plaques encore épinglées à leur poitrine, buvant du Bourbon volé et riant de vie détruite. Elle mémorisa leurs gestes, leurs mots spécifiques, la façon dont Rick menait les conversations, et Kyle suivait avec empressement. « Vous vous souvenez de cette grand-mère le mois dernier ?» disait maintenant Kyle. « Hey, celle qui n'arrêtait pas de déposer des plaintes pour harcèlement policier ?»« Ouais, son petit-fils en a pris pour 15 ans, » répondit fièrement Rick. « C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un peu de créativité et une arme non déclarée. »« Elle s'est vite tue après ça, » ajouta Marc. « Elles finissent toutes par le faire, un jour ou l'autre. » La conversation dériva vers des détails techniques. Quels juges étaient dans leur poche, quels casiers à preuves avaient des caméras défectueuses, quels sergents d'accueil on pouvait faire confiance pour perdre de la paperasse.
Chaque mot était un autre fil dans la toile de corruption qu'il cartographiait. Une porte s'ouvrit quelque part dans le commissariat, et les hommes rassemblèrent rapidement leurs bouteilles. « Si, changement de service bientôt, » marmonna Rick. « Vaut mieux nettoyer tout ça. »« Et elle ?» demanda Kyle, faisant un signe de tête vers les cellules. « Tu crois qu'elles ont appris leur leçon ?»« Oh ouais, » dit Rick avec confiance. « Regarde-les, complètement KO. Au matin, elles supplieront de tout laisser tomber et de quitter la ville, comme toutes les autres. » Leurs pas s'éloignèrent, suivis par le bruit de bouteilles cachées et de chaises remises en place. Le commissariat commença à montrer des signes de réveil, des téléphones sonnant au loin, des portes s'ouvrant et se fermant, des voix portant depuis l'accueil. Lorsque le couloir fut complètement vide, Daniel ouvrit complètement les yeux, rencontrant le regard de sa sœur. Elles n'avaient pas besoin de mots pour communiquer. Elles avaient fait ça toute leur vie. Dominique haussa légèrement un sourcil, posant la question silencieuse. « Tu as tout eu ?» Daniel fit un signe de tête presque imperceptible. Des heures de confession d'ivrogne, toutes capturées en parfaite qualité numérique. Nom, date, crime spécifique. Assez pour lancer une enquête qui ferait sauter le toit de ce département corrompu. Mais elle devait être intelligente. Un faux pas, et ces preuves disparaîtraient, tout comme toutes les autres preuves que ces hommes avaient fait disparaître au fil des ans. Elle devait faire sortir l'enregistrement, contacter le directeur adjoint Chen, protéger leurs preuves. Les sœurs restèrent immobiles, alors que la lumière matinale remplissait leurs cellules. Leurs corps semblaient vaincus, leurs esprits apparemment écrasés, exactement ce que leurs ravisseurs voulaient voir. Mais sous cette façade soignée, leurs esprits tournaient à plein régime, planifiant, se coordonnant sans mots. Daniel se rapprocha légèrement des barreaux entre leurs cellules. « On les tient », souffla-t-elle, ses lèvres bougeant à peine. « Il nous faut juste le bon moment. » L'équipe du matin amena de nouveaux visages et une cruauté renouvelée. Des officiers défilaient devant leurs cellules, certains ricanant, d'autres les ignorant ostensiblement. Mais un visage se démarqua, l'officière Jeanne Morales, ses yeux sombres portant une pointe de sympathie sous son masque professionnel. Elle attendit que le couloir se vide, avant de s'approcher avec leur plateau de petit déjeuner. « Mangez vite !» chuchota-t-elle, glissant le porridge fade à travers les fentes. « Je peux vous amener à un téléphone, mais il faut que le timing soit parfait. » Daniel étudia le visage de la jeune officière, cherchant tout signe de tromperie. Mais les mains de Morales tremblèrent légèrement alors qu'elle ajustait son uniforme, le geste de quelqu'un qui prend un vrai risque, pas qui tente un piège. « Pourquoi nous aider ?» demanda doucement Dominique, remuant son porridge sans le manger. Morales jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de répondre. « Parce que j'ai vu ce qu'ils font, comment ils détruisent les gens, et j'en ai marre d'en faire partie. » Elle expliqua son plan en phrases rapides et chuchotées. Le vieux téléphone fixe dans la salle des archives, rarement utilisé maintenant que tout le monde avait des portables. Le créneau de 10 minutes entre les changements de service. L'angle mort de la caméra derrière les classeurs métalliques. Je créerai une diversion, promit Morales. Vous aurez peut-être 5 minutes. Faites qu'elle compte. Les sœurs échangèrent un regard, pesant leurs options. L'enregistrement brûlait dans le micro caché de Daniel, mais sans aide extérieure, il pourrait ne jamais voir le jour. Elles avaient besoin d'un allié plus haut placé, quelqu'un avec un vrai pouvoir. Au changement de service, le timing de Morales fut parfait. Un fracas résonna depuis l'accueil, suivi de cris à propos de café renversé et de paperasses ruinées. Des clés tintèrent doucement dans les serrures de leurs cellules. « Maintenant !» siffla Morales, les conduisant rapidement dans le couloir arrière. La salle des archives sentait la poussière et les papiers oubliés. Morales désigna le téléphone niché derrière un classeur, puis prit position près de la porte. « Dépêchez-vous !» Les doigts de Daniel tremblaient légèrement, alors qu'elle composait la ligne directe de Kearney. Son superviseur avait toujours semblé juste, les avait promus malgré les réticences d'autres au sein de la direction. Si quelqu'un pouvait aider, ce serait lui. La ligne sonna 3 fois avant que la voix familière de Kearney ne réponde.
Kearney à l'appareil. « Monsieur, c'est l'agente Danielle Cartier », chuchota-t-elle, se penchant près du combiné. « Nous avons besoin d'aide. Nous sommes détenus. »« Cartier » la coupa Kearney, son ton étrange. « D'où appelez-vous ?»« Commissariat local. »« Monsieur, nous avons des preuves de corruption massive. Plusieurs officiers enregistrés avouant « Arrêtez !» La voix de Kearney était devenue froide. « Ne dites plus un mot. » Quelque chose dans son ton fit se nouer l'estomac de Daniel. « Monsieur, j'ai déjà eu des nouvelles du chef Holt, » dit Kearney. « Il me dit que vous deux avez fait toute une scène. Agression d'officiers, résistance à l'arrestation. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Daniel. « Nous avons des preuves. »« Écoutez attentivement, » l'interrompit Kearney. « Quel que soit l'enregistrement que vous pensez avoir, quelles que soient les preuves que vous croyez avoir rassemblées, oubliez. Laissez tomber maintenant, tant que vous le pouvez encore. » La trahison la frappa comme un coup physique. Dominique, qui écoutait près du combiné, se raidit sous le choc. « Ils sont corrompus, » insista Daniel. « Ils détruisent des vies, et vous allez les aider à étouffer l'affaire ?»« J'essaie de vous aider, » insista Kearney, mais sa voix avait le ton huileux d'un homme se protégeant lui-même. « Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Acceptez l'avertissement et partez. »« Monsieur, c'est un ordre, agent de Cartier. » La ligne fut coupée. Morales apparut dans l'embrasure de la porte, le visage tendu d'urgence. « Quelqu'un arrive, il faut bouger. » Elles regagnèrent à peine leur cellule avant que des pas lourds ne s'approchent. La carcasse massive de Rick emplit le couloir, son visage fendu par un sourire cruel. Il tenait quelque chose, un téléphone. Leur sang se glaça alors qu'il le levait, affichant un SMS. « Tiens, tiens, » traîna-t-il. « Je viens de recevoir un appel intéressant de votre patron de la DGSI. Un type vraiment compréhensif, ce Kearney. Il dit que vous êtes deux agentes à problème, toujours à chercher les ennuis. Il dit qu'on devrait gérer ça localement. » Dominique explosa, ses poings frappant les barreaux de la cellule avec assez de force pour les faire résonner. Le son se propagea dans le commissariat comme une cloche de rage. « Espèce de pourri de... » « Allons, allons, » la coupa Rick, agitant son doigt. « Est-ce une façon de parler à un officier de la loi? Surtout après que votre propre supérieur a confirmé à quel point vous êtes des fauteurs de troubles ?» Daniel se tenait parfaitement immobile, sa fureur si profonde qu'elle s'était cristallisée en quelque chose de froid et de tranchant. Elles avaient compté sur Kearney, lui avaient fait confiance, avaient cru au système qu'il représentait. Sa trahison n'était pas seulement personnelle, c'était une trahison de tout ce que la plaque était censée représenter. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» railla Rick. « Vous réalisez que personne ne viendra vous sauver? C'est ça? Vous êtes toute seule ici. Pas de renfort, pas de cavalerie, pas de justice. Juste nous, pour vous remettre à votre place. » Il se pavanait plus près de la cellule de Dominique, appréciant clairement sa rage. « Votre patron vous envoie ses salutations, au fait. Il dit qu'on devrait prendre notre temps, pour s'assurer que la leçon rentre bien. » Les jointures de Dominique saignaient d'avoir frappé les barreaux, mais elle ne semblait pas le remarquer. Ses yeux brûlaient d'une fureur qui fit même reculer légèrement Rick. Mais ce fut la réponse de Daniel qui glaça le couloir. Pas d'éclat, pas de menace, juste 5 mots, prononcés avec un calme mortel. « Alors, on les brûlera tous. » L'intensité de sa voix fit vaciller le sourire narquois de Rick un instant. Car ce n'était pas la menace d'une prisonnière désespérée. C'était une promesse de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, et tout à prouver. Il masqua son malaise par un rire rauque et s'éloigna. Mais les yeux des sœurs le suivirent. Elles avaient perdu leur allié au sein de la direction, perdu leur foi dans le système, perdu toutes les options sauf une. Faire tomber toute la machine corrompue, quel qu'en soit le prix. Plus tard dans la nuit, Morales se glissa de nouveau vers leur cellule, ses pas rapides mais prudents. « J'ai un message, » chuchota-t-elle, feignant de vérifier leurs attaches. « Louis, le barman, il veut que vous sachiez qu'il a quelque chose d'important. »
Daniel se pencha plus près des barreaux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Il avait des caméras, » expliqua doucement Morales. « Des caméras cachées, pour la sécurité. La nuit, au bar, il a tout filmé. Mais il a besoin d'aide pour sortir les enregistrements en toute sécurité. » L'espoir vacilla dans les yeux de Dominique. « Pouvez-vous arranger un contact ?» Morales hocha légèrement la tête. « Je connais quelqu'un, Maya Grenier, journaliste d'investigation. Elle essaie de dénoncer la corruption ici depuis des années, mais personne ne voulait parler. Jusqu'à maintenant. » Le lendemain, Maya arriva sous le prétexte d'interviewer les sœurs sur leur comportement criminel. Les gardes la laissèrent entrer, ricanant de ce qu'ils supposaient être un autre article à charge contre 2 agentes de la DGSI, fauteurs de troubles. Maya avait les traits fins et un regard intense, son blazer impeccable contrastant avec la salle d'interrogatoire crasseuse. Elle installa son enregistreur avec une efficacité routinière, puis se pencha tout près. « Louis m'a contacté », chuchota-t-elle, feignant d'ajuster son microphone. « J'ai vu les images. Mais il y a plus, bien plus. Le juge Villette a rassemblé des preuves pendant des années. »« Clarence Villette ?» demanda doucement Daniel. « Le juge de circuit à la retraite ?» Maya hocha la tête. « Il documente des cas de corruption policière depuis avant votre naissance. Observant, attendant le bon moment. Attendant quelqu'un d'assez courageux pour les affronter. » Elle sortit un bloc-notes, prenant ostensiblement des notes pour son article. Mais ce qu'elle écrivit fit s'écarquiller les yeux des 2 sœurs. Réunion ce soir. Maison de Villette. Louis apporte les enregistrements. J'ai des dossiers. Fréquence radio de la police. Numéro de matricule. Relevé bancaire. Dominique jeta un coup d'œil aux gardes à l'extérieur, puis articula silencieusement. « Comment ?»« Morales », écrivit Maya. « Elle aide à la coordination. Nous avons 2 heures pendant le changement de service. Le timing est crucial. » Le reste de l'interview se déroula normalement, Maya posant des questions pointues, tandis que les sœurs donnaient des réponses soigneusement vagues. Mais en dessous, des plans se formaient, l'espoir grandissant comme une marée lente. Ce soir-là, tout s'aligna parfaitement. Pendant le changement de service, Morales désactiva, accidentellement, les caméras du bloc cellulaire pour maintenance. Les sœurs furent déplacées dans des salles de détention séparées pour interrogatoire, des pièces avec des fenêtres donnant sur le parking. En quelques minutes, elles étaient dans la voiture de Maya, accroupies sous des couvertures, alors qu'elle passait calmement le poste de sécurité du commissariat. Le garde jeta à peine un coup d'œil à sa carte de presse. La maison du juge Villette était modeste, mais bien entretenue, en retrait de la route derrière de vieux chênes. Le juge lui-même ouvrit la porte, grand et digne malgré son âge, avec des yeux bienveillants qui portaient des décennies d'injustice observées. « Bienvenue », dit-il simplement, les faisant entrer. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Louis était déjà là, son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger. « J'ai tout, » dit-il, sa voix tendue de colère contenue. « Pas seulement cette nuit-là. Des années d'enregistrement, eux se vantant de preuves fabriquées, de suspects passés à tabac, de raquets d'entreprise. » Le juge hocha la tête d'un air sombre. « Et j'ai les dossiers judiciaires qui correspondent. Des affaires où des preuves sont apparues mystérieusement. Des témoins qui ont changé leur version après des conversations avec des officiers. Des schémas de harcèlement ciblés contre les communautés minoritaires. » Maya étala ses propres dossiers sur la table. Des comptes en banque aux îles Caïmans. Des achats immobiliers suspects. Un réseau de corruption qui remonte jusqu'au niveau de l'État. Et maintenant, nous avons la preuve de l'implication de la DGSI, ajouta Daniel, pensant à la trahison de Kearney. Ils travaillèrent toute la nuit, assemblant les preuves, établissant des liens, documentant des schémas. Les enregistrements de Louis fournissaient des visages et des aveux. Les dossiers du juge montraient le cadre juridique de la corruption. Les enquêtes financières de Maya exposaient la piste de l'argent. « Regardez ça », dit Dominique, montrant un schéma dans les registres d'arrestation. Chaque fois que quelqu'un essayait de parler,
Il était arrêté en quelques jours. Puis, leurs vies étaient systématiquement détruites. Emplois perdus, familles harcelées, maisons saisies. Ils ne sont pas seulement corrompus, dit lourdement le juge. Ils sont organisés, efficaces. C'est des générations d'oppression systématique, raffinées en une machine. Mais les machines peuvent être brisées, contra Maya, ses yeux brillants de détermination. Nous avons ce qu'il faut. De vraies preuves, de multiples sources, des preuves irréfutables. Louis hocha fermement la tête. Et des témoins? Les gens sont prêts à parler maintenant? Ils avaient juste besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le juge sourit légèrement. De toutes mes années à la magistrature, je n'ai jamais vu une affaire aussi solide, ni des gens aussi déterminés à obtenir justice. La nuit s'éternisa. Des papiers couvraient chaque surface. Les ordinateurs portables bourdonnaient. Les téléphones vibraient avec des messages de nouvelles personnes se manifestant. Chacune avec sa propre pièce du puzzle, sa propre histoire d'injustice. Alors que l'aube approchait, Dominique se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir. Le poids de tout ce qu'elles avaient appris, de tout ce pourquoi elles se battaient, se posa sur ses épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force. Elle se tourna vers la pièce, vers ses alliés qui avaient tout risqué pour les aider, vers sa sœur, qui n'avait jamais faibli, vers la pile croissante de preuves qui exposeraient des décennies de corruption. « Nous nous battons pour plus que nous-mêmes maintenant, » dit-elle, sa voix remplie d'une détermination tranquille. Les autres levèrent les yeux, voyant dans son visage le même feu qui brûlait dans leur propre cœur, la croyance inébranlable que la justice, bien que longtemps retardée, serait finalement rendue. Les talons de Maya claquaient sur le bitume alors qu'elle se dépêchait de rejoindre sa voiture. L'air nocturne était lourd d'humidité et les lampadaires projetaient de longues ombres sur le parking vide. Sa mallette était lourde de preuves. Photos, documents, clés USB remplies des enregistrements de Louis. Elle ne remarqua la camionnette sombre que trop tard. 2 hommes en cagoule en sautèrent. Maya se tourna pour courir, mais un 3e homme apparut derrière elle. Elle balança sa mallette, portant un coup solide, mais ils la maîtrisèrent rapidement. Le bruit des poings frappant la chair résonna dans l'obscurité. « T'aurais dû te mêler de tes affaires », grogna un agresseur, piétinant son ordinateur portable et son téléphone. Ils la laissèrent saignant sur le bitume, emportant sa mallette et tout ce qu'elle contenait. Un conducteur de passage la trouva 20 minutes plus tard et appela les secours. À l'hôpital, Maya gisait inconsciente, des tubes sortant de ses bras. Son visage était enflé, ses côtes fêlées, son bras droit cassé en 2 endroits. Les médecins dirent qu'elle avait de la chance d'être en vie. À l'autre bout de la ville, Louis fermait son bar quand il sentit la fumée. Il courut vers l'arrière-salle et trouva les flammes grimpant déjà le long des murs, se nourrissant de l'essence que quelqu'un avait versée partout. Le feu se propagea à une vitesse incroyable. Il essaya d'atteindre son bureau. Son ordinateur portable s'y trouvait, avec des copies de tout. Mais la chaleur le repoussa. La fumée emplit ses poumons. Le crépitement des flammes se transforma en un rugissement. Louis sortit de justesse avant que le bâtiment ne s'effondre. Il resta dans la rue, toussant et regardant son gagne-pain brûler. Les pompiers arrivèrent, mais il était trop tard. Le bar avait disparu, et avec lui, des années de preuves enregistrées. L'officier Richard Dallaire observait depuis sa voiture de patrouille de l'autre côté de la rue, un sourire satisfait sur le visage. Dans leur cellule, Daniel et Dominique apprirent pour Maya et Louis par l'officière Morales, qui semblait pâle et secouée en chuchotant la nouvelle. « Maya est en soins intensifs », dit-elle doucement. « Louis a tout perdu. Et ils disent… » Elle déglutit difficilement. « Ils disent que c'est vous 2 qui avez tout organisé d'ici. De nouvelles accusations sont déposées, complot, incendie criminel, tentative de meurtre. » Les mains de Daniel se crispèrent en point. « C'est de la folie. Nous étions enfermés. »« Ils prétendent que vous avez des complices à l'extérieur, » expliqua Morales. « Ils ont des témoins
qui jureront vous avoir entendu le planifier pendant les heures de visite. Encore des mensonges, dit amèrement Dominique. Encore de faux témoins. Le chef Holt apparut alors, l'air suffisant. Sacrée nuit, dit-il, tapotant sa matraque contre les barreaux. Dommage pour vos amis. Mais c'est ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. Il glissa des copies des nouvelles accusations à travers les fentes. Vous serez transférés en quartier de haute sécurité demain. On ne peut pas avoir de dangereuses pyromanes dans notre petite prison, n'est-ce pas? Après son départ, Daniel lut la paperasse, la mâchoire serrée de colère. Les accusations étaient élaborées, détaillées. Une fabrication complète construite sur de fausses déclarations et des preuves manufacturées. « Regarde ça », dit-elle à Dominique. « Ils ont de faux relevés téléphoniques, montrant des appels entre nous et des conspirateurs inconnus. Des virements bancaires qui n'ont jamais eu lieu. Ils avaient tout prévu. » Dominique étudia les papiers. « Les dates sont fausses, remarqua-t-elle. Ils se sont précipités. Ils ont été négligents. »« Peu importe, » répondit Daniel. « Ils contrôlent tout. Les preuves, les témoins, le système lui-même. » Un garde apporta leur dîner. Des sandwichs froids au saucisson et du café faible. Aucune des deux sœurs ne toucha à la nourriture. Maya en savait trop, dit doucement Dominique. Les dossiers financiers, les comptes offshore, elle pouvait remonter la piste de l'argent. Et Louis avait la preuve vidéo, ajouta Daniel. Des années d'eux discutant de crimes dans son bar, pensant que personne n'enregistrait. Elles se turent alors que des pas lourds approchaient. Rick et Kyle passèrent en se pavanant, faisant mine de vérifier les serrures. « Dormez bien, mesdames » lança Rick. « Demain sera une longue journée. J'espère que vous aimez la nourriture de prison. » Quand ils furent partis, Dominique se rapprocha des barreaux séparant leurs cellules. « Et le juge Villette? Ses dossiers ?»« Morales dit que sa maison a été cambriolée cet après-midi, » répondit Daniel. « Tout a été pris. Ils sont méticuleux. Je leur accorde ça. » Les sœurs restèrent assises en silence, alors que la nuit tombait sur la prison. Quelque part, un prisonnier sanglotait. Des clés tintaient, tandis que les gardes faisaient leur ronde. On savait qu'ils riposteraient, dit finalement Dominique. On savait qu'ils essaieraient de faire taire tout le monde. Mais ça, Daniel désigna les accusations. Il n'essaie même plus d'être subtil. Il panique. Un cafard traversa le sol entre leurs cellules. Dominique le regarda disparaître dans une fissure du mur. « Maya se remettra, » dit-elle. « Louis reconstruira. Nous n'avons pas fini. »« Non, » acquiesça Daniel. « Nous non plus. Et eux non plus. Ce n'est que le début de jusqu'où ils iront pour garder leur pouvoir. » À travers l'étroite fenêtre, elle pouvait voir les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Les mêmes étoiles qu'elle regardait enfant, rêvant de justice, jurant de lutter contre les brutes et la corruption. Dominique passa la main à travers les barreaux. Daniel serra sa main fermement. « Ils sont désespérés, » dit Daniel, sa voix dure de détermination. « Ce qui veut dire que nous sommes proches. » Leurs mains jointes étaient une promesse, un défi, un rappel que même dans l'obscurité, elles n'étaient pas seules. Les sœurs se tinrent la main, puisant leurs forces l'une dans l'autre, comme elles l'avaient toujours fait, se préparant à ce qui allait suivre. Le cliquetis des clés réveilla Daniel d'un sommeil agité. 3 ombres se profilaient à l'extérieur de sa cellule, Rick, Mark et Kyle, leurs visages tordus d'une anticipation cruelle. Debout, la DGSI, ricana Rick en déverrouillant sa porte. C'est l'heure d'une petite sortie. Les muscles de Daniel se tendirent, alors que Mark l'attirait brutalement sur ses pieds. Dans la cellule voisine, Kyle faisait de même à Dominique. Les sœurs échangèrent des regards rapides, lisant les pensées de l'autre sans un mot. « Où nous emmenez-vous » exigea Dominique, alors que Kyle la poussait en avant. Rick rit, le son résonnant contre les murs en béton. Quelque part de calme, quelque part de privé. On les fit marcher à travers des couloirs vides, leurs pieds nus froids contre le sol. Le bureau du garde de nuit était vide. Pas de témoins de leur enlèvement. Dehors, l'air d'été était lourd et épais. Une camionnette blanche attendait dans l'ombre,
son moteur tournant au ralenti. Les sœurs furent poussées à l'intérieur, atterrissant durement sur le sol métallique. Pas de siège, pas de fenêtre, juste l'obscurité et l'odeur d'huile et de rouille. Mark monta à l'arrière avec elle, tandis que Rick prenait le volant et Kyle s'asseyait à côté. La camionnette démarra en cahotant, les pneus crissant sur le gravier. « Vous savez quel est votre problème » lança Rick depuis le siège avant. « Vous pensiez que vos belles plaques vous rendaient intouchables. Vous pensiez pouvoir venir dans ma ville et commencer à déterrer des problèmes. » La camionnette heurta un nid de poules, faisant sursauter tout le monde. L'épaule de Daniel percuta le mur. « Votre ville » rétorqua-t-elle. « Vous voulez dire votre terrain de jeu personnel ? Ou vous pouvez abuser de qui vous voulez ?» Le revers de la main de Mark l'attrapa au visage. « Ferme-la !»« Un touche-la encore !» grogna Dominique. « Et je te… » « Tu quoi ?» Kyle se retourna sur son siège, souriant. « Ce département nous appartient. La police, les juges, même votre précieux superviseur de la DGSI. Ils jouent tous selon nos règles. » La camionnette s'engagea sur une route cahoteuse, des branches raclant les côtés. À travers le pare-brise, Daniel entrevit des arbres se pressant de près, leurs feuilles noires contre le ciel étoilé. « Personne ne sait où vous êtes, » dit Rick. « Personne ne viendra vous aider. D'ici demain matin, vous ne serez que 2 cas de disparition de plus. Peut-être qu'on trouvera des morceaux de vous dans le marais. Peut-être pas. » Les sœurs s'assirent dos à dos, puisant leur force dans la présence de l'autre. Daniel sentit les doigts de Dominique effleurer les siens. Un signal silencieux qu'elles utilisaient depuis l'enfance. « Reste alerte. Attends une ouverture. » Après 20 minutes de route cahoteuse, la camionnette s'arrêta. Quand les portes arrière s'ouvrirent, l'odeur d'eau stagnante et de végétation en décomposition emplit l'air. Un entrepôt abandonné se dressait devant, ses fenêtres brisées comme des orbites vides au clair de lune. « Bienvenue à la maison », annonça Rick, les poussant vers le bâtiment. « Du moins pour la prochaine heure environ. C'est à peu près le temps qu'il faudra aux alligators pour nettoyer après notre passage. » À l'intérieur, le clair de lune filtrait à travers des trous dans le toit, projetant des ombres étranges sur le béton jonché de débris. Des machines rouillées se dressaient dans les coins comme des monstres endormis. Mark sortit une lampe de poche, balayant de son faisceau des barils de pétrole vides et des poutres tombées. Des rats s'enfuirent de la lumière. « Endroit parfait !» dit Kyle. « Personne n'est venu ici depuis des années. Personne pour entendre quoi que ce soit. » Rick tourna lentement autour des sœurs, appréciant leur vulnérabilité. « Vous savez ce que j'aime dans ce métier ? Remettre la vermine arrogante à sa place. Surtout ceux qui pensent qu'avoir la peau foncée et une plaque les rend spéciaux. C'est de ça qu'il s'agit ?» demanda Daniel, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Vous ne supportez pas de voir des femmes noires avec de l'autorité ? Il s'agit de respect, » gronda Rick, « de connaître sa place dans l'ordre naturel. » « L'ordre naturel ?» Dominique rit durement. « Vous voulez dire des hommes blancs avec des plaques qui s'en sortent après avoir commis des meurtres ?» Kyle lui faucha les jambes. Elle tomba lourdement, mais commença immédiatement à se relever. La botte de Mark sur son dos la maintint au sol. « J'ai attendu longtemps pour ça, » dit Rick en sortant son arme de service. « Depuis que vous êtes entré dans ce bar, avec vos airs supérieurs, comme si vous étiez meilleur que nous. Nous sommes meilleurs que vous, » dit froidement Daniel. « Nous protégeons les gens. Vous vous en prenez à eux. » Le visage de Rick s'assombrit de rage. Il lui attrapa les cheveux, tirant sa tête en arrière. Le canon de l'arme se pressa contre sa tempe, froid et définitif. « Un dernier mot, la DGSI » murmura-t-il. « Un commentaire intelligent sur la justice, sur le bien et le mal ?» Daniel regarda droit devant elle, refusant de lui donner la satisfaction de voir la peur dans ses yeux. Elle sentit Dominique se tendre derrière elle, prête à bouger malgré la botte de Mark. L'arme se pressa plus fort, le métal mordant la peau. Le doigt de Rick se resserra sur la détente. Le doigt de Rick se crispa sur la détente, mais le rire aigu de Daniel brisa la tension. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rick ?»
Tu as besoin d'une arme pour te sentir fort. Tu ne peux pas gérer 2 femmes sans renfort. Sa main trembla légèrement. Ivre et en colère, son contrôle lui échappait. La ferme! Sinon quoi? Tu vas prouver quel grand homme tu es en tirant sur une femme non armée? La voix de Daniel dégoulinait de mépris. C'est ton style, n'est-ce pas? S'en prendre aux gens qui ne peuvent pas se défendre? Derrière elle, Dominique retirait lentement la barrette de ses tresses, tandis que l'attention de Marc était fixée sur les paroles de Daniel. Ses doigts se déplaçaient avec précaution, cherchant la serrure des menottes. « Tu te crois si maligne !» grogna Rick en pressant l'arme plus fort. « Tu penses pouvoir te sortir de là en parlant ?»« Non, je pense que tu es un lâche », continua Daniel, notant que sa rage le faisait se rapprocher. Un petit homme avec une plaque, terrorisant les gens parce que c'est la seule façon pour lui de se sentir puissant. Kyle s'agita, mal à l'aise. « Fais la terre, bon sang !»« Qu'est-ce qui ne va pas, Kyle ?» railla Daniel. « Tu deviens nerveux? Inquiet que quelqu'un puisse enfin te tenir tête pour une fois ?» La botte de Marc se souleva légèrement alors qu'il se tournait vers la dispute. C'est tout ce dont Dominique avait besoin. La menotte s'ouvrit avec un clic. « Tu sais quel est ton problème ?» continua Daniel. « Tu as l'habitude que les gens aient peur, qu'ils reculent. Mais nous n'avons pas peur de toi. » Le visage de Rick se tordit. « Tu devrais. Pourquoi? Parce que tu as une arme? Parce que tu as des amis ivres pour nous maintenir au sol ?» Les yeux de Daniel flamboyèrent. « Ça ne fait que prouver à quel point tu es vraiment faible. » Avec un rugissement de rage, Rick balança l'arme pour la frapper au visage. Mais Daniel était prête. Elle esquiva, l'arme sifflant près de son oreille. Au même instant, Dominique explosa vers le haut, enfonçant son coude dans le ventre de Marc. Il se plia en deux avec un grognement de douleur. Kyle se jeta en avant, mais la jambe de Daniel balaya, attrapant sa cheville. Il s'écrasa au sol, sa tête heurtant le béton. Rick tenta de ramener l'arme, mais Dominique était déjà en mouvement. Sa paume frappa son poignet, envoyant l'arme tournoyer dans l'obscurité. « Espèce de s... » Sa malédiction fut coupée par le poing de Daniel qui heurta sa mâchoire. Marc retrouva son souffle et chargea, mais les sœurs bougeaient en parfaite synchronisation. Dominique se décala à gauche, tandis que Daniel allait à droite, leur entraînement au combat de la DGSI prenant le dessus. Le coup de poing sauvage de Marc frappa le vide. Dominique attrapa son bras tendu, utilisant son élan pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Il atterrit lourdement, l'impact lui coupant le souffle. Kyle se releva en titubant, du sang coulant d'une coupure sur son front. Il sortit sa matraque, la balançant dans un arc vicieux. Daniel bloqua avec son avant-bras, serrant les dents contre la douleur. Son genou monta dans son aine, le faisant tomber au sol. Rick beugla comme un taureau blessé, lançant des coups de poing désordonnés. Mais ses coups d'ivrogne étaient lents et maladroits. Les sœurs esquivaient et se faufilaient, portant des coups précis aux points vulnérables. Gorge, plexus solaire, rein. « Moins costaud sans ton arme, hein ?» railla Daniel, en esquivant un autre coup sauvage. Marc tenta d'attraper Dominique par derrière, mais elle était prête. Sa tête partit en arrière, heurtant son nez avec un craquement. Alors qu'il chancelait, elle pivota et lui enfonça son genou dans les côtes. Kyle se releva de nouveau avec difficulté, cherchant sa bombe lacrymogène. Le coup de pied de Daniel la lui envoya voler des mains. Son coup de poing suivant le mit KO. Rick réussit à porter un coup effleurant à l'épaule de Dominique, mais elle roula avec, convertissant l'élan en un coup de pied retourné qui l'atteignit à la tempe. Il trébucha, étourdi. Marc sortit son arme de secours, mais Daniel était trop proche. Ses mains se refermèrent sur son poignet, tordant brusquement. L'arme tomba sur le sol avec un cliquetis alors que les os se brisaient. Son cri résonna contre les murs de l'entrepôt. Pendant tout ce temps, les sœurs se déplaçaient comme des danseuses dans un ballet mortel, chacune anticipant les mouvements de l'autre, créant des ouvertures, couvrant les angles morts.
Des années d'entraînement et d'instinct partagés les rendaient redoutables face aux policiers ivres et indisciplinés. Rick tenta de charger Dominique, mais elle s'écarta avec fluidité. Son propre élan l'envoya contre une poutre de soutien avec un bruit retentissant. Il s'affaissa à genoux, la vision trouble. Kyle bougea faiblement mais resta au sol, tandis que Mark berçait son poignet cassé en gémissant. Dominique récupéra les menottes de Rick, s'approchant de lui alors qu'il était agenouillé, hébété, sur le béton. Le métal se referma sur ses poignets, assez serrés pour mordre. « Bienvenue dans notre monde », dit-elle froidement. « Qu'est-ce que ça fait d'être impuissant ?» Daniel se tenait au-dessus de lui, la voix dure de triomphe. Échec et mat. Les yeux de Rick étaient flous, un filet de sang coulant d'une coupure au-dessus de son œil. L'entrepôt était silencieux, à l'exception des respirations rauques et des gémissements étouffés de Kyle. Le puissant sergent, si plein d'arrogance et de menaces quelques minutes plus tôt, était agenouillé, vaincu, sur le sol immonde. Ses propres menottes le liaient, tandis que ses acolytes gisaient inconscients ou blessés. La situation s'était complètement retournée. Les sœurs se tenaient droites, respirant fort mais victorieuses. Malgré les bleus et les éraflures, elles étaient intactes. Leur entraînement à la DGSI, combiné à la force née d'années à affronter les brutes et les sectaires, s'était avéré supérieur à la brutalité d'ivrogne. La tête de Rick s'affaissa en signe de défaite, son assurance finalement brisée. L'ordre naturel dont il s'était vanté avait été renversé. Le prédateur était devenu la proie. Daniel sortit un petit appareil de sa botte, une caméra piéton modifiée qui avait survécu aux fouilles. D'un geste expert, elle activa le système de liaison de la DGSI, sa minuscule lumière rouge clignotant. « C'est quoi ça ?» baragouina Rick, plissant les yeux vers la lumière à travers son brouillard sanglant. « Ton confessionnal », dit froidement Daniel. Elle positionna la caméra avec soin, s'assurant qu'elle capturait les 3 officiers. « Tout ce que tu dis est diffusé en direct sur les serveurs de la DGSI et sur Internet. » Le visage de Rick se tordit de rage. « Tu bluffes !»« Vraiment ?» Daniel leva son téléphone, montrant le flux en direct. « En ce moment même, des milliers de personnes regardent, y compris tes supérieurs. » Les yeux de Kyle s'écarquillèrent de peur soudaine. « Éteins ça !» Il tenta de se jeter en avant mais retomba, toujours étourdi par le combat. « Pourquoi ?» demanda Dominique, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Inquiet que les gens voient ton vrai visage ? Les courageux officiers qui enlèvent des femmes et menacent de les tuer ?» Mark berçait son poignet cassé, secouant la tête. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, si, » dit Daniel. « Le GPS de ton téléphone vous place ici. Les caméras de sécurité de l'entrepôt vous ont filmé en train de nous traîner à l'intérieur. Et maintenant ?» Elle sourit froidement. « Maintenant, on vous a en direct. » Dominique tourna derrière Rick, ses pas mesurés et calmes. « Parle-leur des autres femmes, Rick. Celles que tu as terrorisées au fil des ans. Les preuves que tu as fabriquées. Les vies que tu as ruinées. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » cracha Rick, mais la sueur perlait sur son front. « Non ?» Daniel se rapprocha, sa voix dure. « Et Maria Rodriguez ? La drogue que tu as placée dans sa voiture avant de l'expulser, la séparant de ses enfants ? Ou James Washington, l'étudiant que tu as accusé à tort d'agression ? » Le visage de Rick pâlit. « Ce sont des mensonges. »« Alors, qu'en est-il de ce soir ?» insista Dominique. « Dis à la caméra pourquoi tu nous as vraiment arrêtés. Est-ce parce que nous avons enfreint la loi ? Ou parce que nous ne vous avons pas laissé nous peloter ?» À l'autre bout de la ville, l'officière Jeanne Morales était assise à son bureau, surveillant attentivement le flux en direct. Ses doigts volaient sur le clavier, partageant la diffusion sur les principales plateformes de médias sociaux et les agences de presse. Elle avait attendu ce moment pendant des années, documentant en secret la corruption du service. Maintenant, enfin, la vérité allait éclater. « Vous vous croyez si spécial », ricana Rick à la caméra, son état d'ébriété lui déliant la langue.
Vous venez dans ma ville avec vos plaques de la DGSI, pensant pouvoir changer les choses. Ça a toujours été comme ça. Comme ça devrait être. Et comment ça, Rick? L'incita Daniel, sachant qu'il était sur le point de se pendre avec ses propres mots. Remettre les gens à leur place, cria-t-il. Les rues étaient paisibles avant que leur genre ne commence à se la ramener. Pensant qu'il mérite des droits, du respect, il cracha les mots comme du poison. Kyle tenta de le faire taire, mais Rick était trop parti, trop ivre et en colère pour s'arrêter. « Tu sais combien on en a mis au trou ?» continua-t-il en riant sombrement. « On place une petite preuve par-ci, on les malmène un peu par-là. Ils apprennent vite qui commande. » Morales vit le nombre de spectateurs exploser alors qu'elle partageait le flux. Les chaînes de télévision locales le reprirent d'abord, puis les médias nationaux. Le hashtag BadChiges Hunters Flix Corrompus commença à devenir viral. Elle envoya des tuyaux anonymes à des journalistes clés, s'assurant que l'histoire ne pourrait pas être étouffée. « Parle-leur des quotas, Rick, » dit doucement Dominique, du ciblage de certains quartiers. « Quelqu'un doit maintenir l'ordre dans ces zones, grogna-t-il. Le chef le sait, le service le sait. Merde, même votre précieuse DGSI le sait. Pourquoi crois-tu que ton superviseur nous a prévenus que tu appelais ?» Les yeux de Daniel se rétrécirent. « Donc tu admets que le superviseur Kearney travaille avec vous ?» Le cerveau embrumé de Rick comprit trop tard. Son visage se déforma de rage en réalisant ce qu'il venait de révéler. « Vous m'avez piégé !» hurla-t-il en se débattant contre les menottes. « Vous m'avez dupé !»« Non, Rick, » dit calmement Daniel. « Nous t'avons juste donné assez de cordes pour te pendre. Tout ce que tu as dit est ta vérité, ton vrai visage. » Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand, alors que les équipes tactiques de la DGSI envahissaient les lieux, suivies par la police nationale. Morales s'était assuré que la diffusion atteigne les bonnes personnes. « Tout ça, c'est des mensonges !» cria Rick à la caméra alors que les agents l'entouraient. « Elles nous ont attaqués. Ce sont elles les criminels. » Mais les preuves étaient indéniables. La diffusion en direct avait tout capturé. Ses menaces, ses aveux, ses diatribes racistes. Des millions de personnes l'avaient vu révéler la laide vérité derrière sa plaque. Les sœurs se tenaient côte à côte, observant froidement Rick continuer à délirer. Son pouvoir avait disparu, dépouillé par ses propres mots et actions. La caméra continuait de tourner, documentant sa crise finale pour le monde entier. « Vous êtes en état d'arrestation », annonça un agent supérieur de la DGSI, lisant ses droits à Rick pendant que d'autres agents maîtrisaient Kyle et Mark. « Vous ne pouvez pas me faire ça. » Rick se débattit contre les menottes. « Je suis un officier de police. »« Plus maintenant, » dit doucement Dominique. Daniel maintint la caméra stable, s'assurant que chaque seconde était capturée. Sur Internet, les commentaires et les partages explosaient. L'histoire éclatait au grand jour, et il n'y aurait aucun moyen de la contenir cette fois. Au commissariat, Morales sourit sombrement en regardant d'autres officiers essayer frénétiquement de limiter les dégâts. Mais il était trop tard. La vérité était sortie, diffusée sur des millions d'écrans. Les yeux de Rick se fixèrent une dernière fois sur la caméra, remplis d'une rage impuissante. « C'est des mensonges !» hurla-t-il alors que les agents commençaient à l'emmener. Les sœurs se contentèrent de le regarder, leurs expressions froides et satisfaites. La justice, si longtemps refusée, était enfin en train d'être rendue. Le soleil du matin brillait sur la petite ville alors que les véhicules fédéraux envahissaient les rues. Des SUV noirs et des unités tactiques convergeaient vers le commissariat, leurs gyrophares clignotant contre les murs de briques. Des camionnettes de chaînes d'information bordèrent les trottoirs, les caméras tournant alors que l'histoire qui avait explosé pendant la nuit continuait de se dérouler. Le chef Didier Holt était assis dans son bureau, observant le chaos à travers ses stores. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que la diffusion en direct de l'entrepôt était devenue virale. Maires, commissaires, journalistes, tous exigeaient des réponses qu'ils ne pouvaient pas donner. Son empire de mensonges soigneusement construit s'effondrait. La porte s'ouvrit brusquement.
Des agents fédéraux entrèrent en masse, armes au poing. « Chef Didier Holt », annonça l'agent principal. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et violation des droits civils. » Le visage de Holt resta stoïque alors qu'on le menottait, mais ses mains tremblaient légèrement. Les caméras de télévision suivirent sa marche de la honte à travers le commissariat. Des officiers qu'il avait craints pendant des années se détournaient maintenant, évitant son regard. Certains parlaient déjà aux enquêteurs fédéraux, désireux de se sauver. « Pas de commentaires !» marmonna Holt, alors que les journalistes criaient des questions. Mais son image soigneusement façonnée de protecteur de la ville vola en éclats à chaque flash des appareils photo. À l'autre bout de la ville, au bureau régional de la DGSI, le monde de Robert Kearney implosa de manière tout aussi spectaculaire. Il était assis, rigide, sur sa chaise, alors que des agents des affaires internes mettaient en boîte ses récompenses et ses accréditations. « 25 ans de service, dit-il doucement, partis en fumée à cause de ses sœurs. Partis en fumée parce que vous avez trahi votre plaque, corrigea l'agent des affaires internes, laissant tomber un épais acte d'accusation sur son bureau. Complot, obstruction, abus de pouvoir. Les preuves sont accablantes. Le visage de Kearney rougit. Je protégeais des relations établies. Vous protégiez des flics corrompus qui terrorisaient des innocents, le coupa l'agent. Et vous l'avez fait pendant des années. À l'extérieur du bureau, les journalistes capturèrent la disgrâce de Kearney, alors qu'on le faisait sortir menotté. Son apparence soignée s'était effondrée. Sa cravate pendait. Ses cheveux étaient en désordre. L'homme qui avait bâti sa carrière sur la loyauté au pouvoir n'avait plus personne de loyal envers lui. À la maison d'arrêt départementale, Rick, Mark et Kyle furent placés en cellules, leurs plaques et uniformes remplacés par des combinaisons oranges. Le visage de Rick était placardé sur toutes les chaînes d'information, ses aveux d'ivrogne passant en boucle. Ses diatribes racistes étaient devenues un symbole national de la corruption policière. « Ma vie est finie », gémit Kyle dans sa cellule. « T'aurais dû y penser avant d'aider à enlever des agents fédéraux », répondit froidement son gardien. Mark était assis en silence dans sa cellule, berçant son poignet cassé, la réalité de sa situation s'imposant enfin à lui. Le pouvoir qu'il avait exercé si nonchalamment avait disparu. Maintenant, il n'était qu'un détenu de plus, attendant que la justice le broie. Alors que les agents fédéraux épluchaient des années de dossiers corrompus, les habitants de la ville descendirent dans la rue. Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement devant le commissariat s'est transformé en centaines, puis en milliers de personnes. Les habitants noirs qui avaient souffert en silence pendant des années retrouvèrent leur voix. « Fini la peur !» scandaient-ils. Les sœurs Cartier ont montré la voie. Madame Washington, la mère de l'étudiant que Rick avait accusé à tort, se tenait à l'avant de la foule. « Mon fils a perdu 3 ans de sa vie à cause de leurs mensonges », dit-elle aux caméras de télévision, des larmes coulant sur son visage. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. Le juge Villette, à la retraite, s'adressa aux manifestants, sa voix forte malgré son âge. « J'ai vu la corruption depuis mon siège de juge, mais il menaçait quiconque parlait. Les sœurs Cartier ont fait ce que beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas faire. Elles ont tenu bon et ont exposé la vérité. » Louis, le barman dont l'enregistrement caché avait aidé à monter le dossier, reçut une ovation de la foule. Son bar avait peut-être brûlé, mais son courage avait contribué à déclencher une révolution. L'officière Jeanne Morales sortit du commissariat, rendant sa plaque. « Je ne peux pas servir dans un système corrompu », annonça-t-elle. « Il est temps de reconstruire à partir de zéro. » La foule s'écarta lorsque Daniel et Dominique sortirent du bâtiment fédéral. Elles avaient refusé de se changer, portant toujours les shorts et les hauts de cette nuit fatidique au bar. Leur bleu était visible, mais elles avaient la tête haute. Les sœurs s'arrêtèrent en haut des marches, contemplant la scène. Des pancartes portant leur nom flottaient au-dessus de la foule. Des téléphones enregistraient chacun de leurs mouvements. Mais ce sont les visages qui les frappèrent.
des visages pleins d'espoir, de justification, de justice attendue depuis longtemps. Quand ils nous ont agressés dans ce bar, s'adressa Daniel à la foule, sa voix portant à travers la place. Ils pensaient que nous serions des victimes faciles. Ils avaient tort. Mais il ne s'agit pas de nous, ajouta Dominique. Il s'agit de chaque personne qu'ils ont terrorisée, chaque vie qu'ils ont essayé de détruire, chaque voix qu'ils ont essayé de réduire au silence. La foule rugit en réponse. Des résidents âgés qui se souvenaient de la ségrégation essuyaient des larmes de leurs yeux. De jeunes militants levaient le poing en signe de solidarité. Les sœurs leur avaient donné à tous quelque chose de précieux, la preuve que les puissants pouvaient tomber. Ensemble, Daniel et Dominique descendirent les marches dans la foule qui les attendait. Les gens tendaient la main pour les toucher, pour les remercier, pour partager leurs propres histoires d'abus aux mains d'officiers corrompus. Madame Washington les serra toutes les deux dans ses bras. « Vous nous avez rendu notre dignité », murmura-t-elle. Les sœurs se déplacèrent à travers la foule, acceptant les étreintes et les mots de gratitude. Elles étaient rentrées chez elles pour exposer la corruption et avaient trouvé une communauté prête à se soulever. Derrière elles, le système corrompu qu'elles avaient dénoncé continuait de s'effondrer. Mais ici, entourées par les gens qu'elles avaient aidées à libérer, Daniel et Dominique Cartier marchaient la tête haute, intacte et insoumise. 3 semaines après les arrestations, l'ancienne salle communale bourdonnait d'énergie. Chaque chaise en bois était occupée, des gens se tenant le long des murs et débordant dans le couloir. Le plancher usé grinçait sous le poids de tant de corps, et la lumière du soir filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, projetant de longues ombres sur des visages impatients. Maya Grenier se tenait à la tribune, son carnet ouvert devant elle. Les bleus de son agression s'étaient estompés, mais sa détermination brûlait plus fort que jamais. Elle ajusta ses lunettes, balayant du regard la foule qui s'était rassemblée pour entendre enfin la vérité dite à voix haute. « Demain, mon enquête complète paraîtra dans la presse », annonça-t-elle, sa voix ferme et claire. 6 mois de recherche, des centaines d'interviews et des milliers de documents. Nous exposons chaque fausse arrestation, chaque cas de preuve fabriquée, chaque acte de brutalité qui a été étouffé. La foule murmura, un mélange de douleur et de justification dans leur réaction. Un homme âgé au premier rang hocha lentement la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. Son petit-fils avait passé 5 ans en prison sur la base d'accusations fabriquées. L'histoire ne s'arrête pas avec Richard Dallaire et ses acolytes, poursuivit Maya en feuilletant ses notes. Nous avons découvert un réseau de corruption s'étendant sur 3 décennies. Des juges qui ont fermé les yeux, des procureurs qui ont enterré des preuves, des politiciens qui ont profité de notre silence. Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec des visages dans la foule. Mais plus important encore, cette histoire est la vôtre, celle des mères qui ont perdu leur fils à cause de fausses accusations, celle des propriétaires d'entreprises qui ont payé pour leur protection, celle des témoins qui ont été réduits au silence par la menace. Vos voix sont enfin entendues. Le juge Clarence Villette se leva, sa grande silhouette commandant toujours le respect malgré son âge. Il se dirigea vers la tribune à pas mesurés, chacun résonnant dans le silence attentif. « J'ai siégé à ce tribunal pendant 30 ans, commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans la salle. J'ai vu des gens bien se faire écraser par un système censé les protéger. Chaque fois que j'ai essayé de parler, ils ont menacé de détruire ma famille. » Il agrippa la tribune, ses jointures blanchissant. Mais cette époque est révolue. Le réseau du chef Holt est exposé. Ses alliés se démènent pour se sauver. Les enquêteurs fédéraux rouvrent des centaines de dossiers. Sa voix enfla d'émotion. Cette ville nous appartient de nouveau. La foule éclata en acclamations et applaudissements. Les gens s'étreignaient, certains pleurant ouvertement. Madame Washington se leva, brandissant la lettre d'admission à l'université de son fils. Il avait été libéré et blanchi de toutes les charges, prêt à recommencer sa vie. L'officière Jeanne Morales
travaillant maintenant avec le groupe de travail fédéral, partagea les mises à jour de l'enquête. 17 officiers ont été mis en examen jusqu'à présent. La division des droits civils de la DGSI établit une présence permanente ici. Nous reconstruisons le service à partir de zéro, avec un contrôle communautaire. Louis, exploitant toujours son bar depuis un emplacement temporaire pendant la reconstruction, parla de la nuit qui a tout déclenché. Quand ces officiers ont attaqué les sœurs Cartier, ils pensaient que ce serait juste un autre abus de pouvoir. Au lieu de cela, c'est devenu leur chute. La foule se tourna alors que Daniel et Dominique Cartier entrèrent par l'arrière, se dirigeant vers l'avant. Elles se frayèrent un chemin à travers le public, acceptant les étreintes et les mots de gratitude. Leur présence commandait l'attention, non pas par la peur comme l'avaient fait les officiers corrompus, mais par un respect mérité. Daniel prit la parole la première, sa plaque de la DGSI brillant sous les lumières de la salle. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, nous n'étions que deux sœurs voulant boire un verre tranquillement, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'à chaque recoin. Mais ce qui nous est arrivé était arrivé à tant d'autres. La seule différence, c'est que nous avions la formation et les ressources pour nous défendre. Elle marqua une pause, regardant les visages devant elle. « Oh, la justice n'est jamais donnée », déclara-t-elle, ses mots sonnant avec conviction. Elle se gagne, chaque jour, de toutes les manières possibles. Parfois avec des plaques et des tribunaux, parfois avec des caméras et des manifestations, parfois avec le simple courage de dire la vérité au pouvoir. Dominique rejoignit sa sœur, leurs épaules se touchant en signe de solidarité. Les hommes qui nous ont attaqués pensaient que leurs plaques les rendaient intouchables, ajouta-t-elle. Ils avaient tort. Personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est en dessous de la justice. Elle sourit, doucement, mais avec détermination. Et ce soir, nous nous sommes battus pour nous tous. Pour chaque personne qu'ils ont essayé de briser, chaque famille qu'ils ont essayé de détruire, chaque vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. La salle fut de nouveau remplie d'applaudissements. Les gens se levant. De jeunes militants qui avaient organisé les manifestations se tenaient à côté de résidents âgés qui avaient enduré des décennies d'abus. Unis dans la victoire, unis dans la détermination à empêcher que cela ne se reproduise. Maya retourna à la tribune, tenant des exemplaires en avant-première de son reportage. Demain, tout le pays saura ce qui s'est passé ici. Mais plus important encore, ils sauront comment nous nous sommes battus, comment une communauté a trouvé sa voie et a exigé mieux. Le juge Villette hocha la tête solennellement. Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables, il s'agit de construire quelque chose de mieux. Un système judiciaire qui sert tout le monde de manière égale, une police qui protège au lieu de terroriser, une communauté où la vérité compte plus que le pouvoir. Alors que la réunion se terminait, les gens s'attardaient, partageant des histoires et des projets pour l'avenir. Les sœurs se tenaient ensemble, observant la scène se dérouler. Elles avaient contribué à briser des décennies de silence, mais le vrai pouvoir résidait dans la communauté qui s'était soulevée une fois qu'on lui en avait donné l'occasion. Enfin, alors que la soirée se transformait en nuit, Daniel et Dominique sortirent de la salle communale. La rue était calme maintenant, mais pas du silence craintif d'avant. C'était un silence paisible, celui qui vient après que la vérité a triomphé du mensonge. Côte à côte, elles marchèrent dans l'obscurité, leurs pas résonnant sur le trottoir. Derrière elles, le système corrompu qu'elles avaient dénoncé était derrière les barreaux, son pouvoir brisé. La lutte pour la justice ne se terminerait jamais vraiment. Mais dans cette ville, au moins, le silence avait été brisé pour toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.